Bonjour à toutes et à tous, après une pause d'une petite semaine, on est de retour sur la chaîne pour un contenu un petit peu spécial. On profite de cette trêve mi-saison pour parler de notre Barça. Et vous l'avez compris, le titre est assez explicite. On va noter les joueurs individuellement sur leur rendement sur ce début de saison au Barça. Et bien évidemment, avant de commencer cette vidéo, je tiens à rappeler certains critères. Donc, à savoir que les joueurs qui ont joué moins de 400 minutes ne seront pas notés dans cette vidéo. Donc, tout ce qui va être Marc Guiu, Sergi Roberto, je peux me rajouter Marcos Alonso. J'estime quand même que lorsque tu fais moins de 4 matchs pleins, toute compétition confondue, c'est compliqué vraiment de t'évaluer sur ces 6 premiers mois. À savoir qu'on est sur le système de notation de l'équipe. Donc pour ceux qui connaissent, c'est moyen, satisfaisant, insatisfaisant, parfait, excellent. Ensuite, à savoir que je prends en considération également la carrière du joueur. Est-ce que c'est un joueur ancien du club qui a joué plusieurs saisons avec cet effectif? Est-ce que c'est un joueur nouveau au club? Est-ce que c'est un joueur qui a beaucoup de bouteilles, qui a gagné des gros trophées européens, qui se doit d'amener cette expérience au sein du club? Voilà, j'estime que pour son évaluation, on doit prendre en compte son passif parce que selon moi, ça a quand même un grand impact sur ce qui se passe sur le terrain. Faisons également attention sur la période dans laquelle je note ces joueurs. Ce sont vraiment les 6 premiers mois, 5 premiers mois de cette saison. Donc depuis la mi-août jusqu'à cette fin décembre. Et si un joueur a été très bon les 2 premiers mois mais qu'il est catastrophique ces 2 derniers mois, se rappeler bien évidemment qu'il a été bon les 2 premiers mois, et à l'inverse, s'il a été nul durant par exemple son premier mois mais qu'aujourd'hui il fait des performances raisonnables, ne pas oublier aussi que ses premiers matchs n'ont vraiment pas été au niveau. Voilà, donc prendre la chose dans son ensemble sur ces 6 mois présents. Ensuite, bien évidemment, se rappeler que le football est un sport collectif, mesdames, messieurs, que même si là dans cette vidéo on va s'amuser à noter individuellement le rendement d'un joueur, il est aussi corrélé à ce qui se passe autour de lui et à tout le collectif dans son ensemble. Et bien évidemment, mais ça je pense que vous l'avez compris, chacun a son avis. Vous risquez certainement de ne pas être d'accord avec moi sur certains joueurs, je vous le dis direct. N'hésitez pas en commentaire à réagir. Voilà, dans le calme, tranquillement les gars, on est là pour s'amuser, je vous répondrai comme d'habitude. Et sans plus tarder, commençons la vidéo notation des joueurs du FC Barcelone. Alors comme à l'école, nous allons trier les joueurs alphabétiquement parlant et on commence donc par Araujo. Araujo qui selon moi fait 6 premiers mois qui sont satisfaisants. Je lui donne donc la note de 6. Alors vous me direz, mais pourquoi 6? Araujo c'est notre petit chouchou, on l'aime bien. Oui, c'est un joueur qu'on le sait qui fait consensus au sein du FC Barcelone, un joueur que personnellement aussi j'adore. Mais voilà, j'aurais plutôt mis la note de 7 il y a un mois de ça, parce que je trouve que le joueur était dans ses performances habituelles. C'est un joueur en plus qui est là depuis longtemps, donc il a une expérience. Mais le problème, c'est qu'on restait sur certaines lacunes qu'on avait vues ces dernières années, que sont la relance pour Araujo, limites et difficultés qui justement n'ont pas été résolues par Araujo en ce début de saison, donc je lui laissais la note de 7. Et je trouve que depuis qu'il a son masque, tout le monde là le voyait sur les réseaux sociaux, Araujo, il va faire peur à tout le monde, etc. On l'appelle Azoro, il fait peur, le défenseur masqué. On a bien vu finalement qu'en fait depuis qu'il a ce masque là, c'est plus du tout le même joueur, il a peur dans les duels, il a peur de se coller à son adversaire, il recule, il fait du recul frein, tout ça, on est sur un joueur vraiment totalement différent, donc ça fait un peu peur. J'espère qu'il arrivera à redresser la barre, j'espère aussi que le transfert peut-être au Bayern Munich, etc., ça lui trotte pas trop dans la tête, c'est pas ça qui le gêne limite plus que cette blessure qu'il a eu au visage, mais donc je suis obligé de lui donner la note de 6 pour cette première moitié de saison. Numéro 2 dans l'ordre alphabétique, Monsieur Baldé. Et là, je suis désolé de le dire, Monsieur Baldé, je vous donne la note de 3. Voilà, c'est un mauvais début de saison selon moi. C'est compliqué parce qu'il ne s'est pas amélioré en fait finalement sur ces grosses lacunes de l'année dernière, qui sont les timings dans les appels de balles et la capacité de bien centrer dans la surface de réparation. On l'avait déjà noté, mais on se disait vraiment pour une première saison vraiment titulaire, il apporte vraiment beaucoup de choses, il fait des différences, il dribble, contre le pressing adverse, il arrive très bien à s'en sortir, mais aussi dans les 30 derniers mètres, il apporte beaucoup de dynamisme. Là, limite, il n'y a plus aussi ces grands points positifs qu'il y avait l'année dernière. Donc, on est sur un Baldé qui n'apporte plus grand-chose, un joueur vraiment très neutre, qui a été mis en plus sur le banc par Xavi. Lorsqu'il est revenu dans le 11, il n'a pas non plus montré d'excellentes choses. Donc désolé mon petit Baldé, j'ai confiance en toi, je pense que tu peux vraiment t'améliorer, jeune joueur, etc. Il ne faut pas du tout l'enterrer. Mais si on note vraiment ces 6 premiers mois, pour moi c'est la note de 3. Troisième joueur sur la liste, Monsieur Cancelo, tout nouveau joueur du FC Barcelone. Encore une fois, c'est important de signaler, qui a 3 buts et 2 passes décisives, toutes compétitions confondues, il me semble, et un joueur qui a marqué de son empreinte surtout certains matchs. On se souvient Porto, le Betis Séville, surtout le Celta Vigo qui nous avait grandement marqué.
mais en fait je trouve que c'est un joueur qui des fois paraît assez déconnecté du jeu du FC Barcelone. C'est un joueur qui est sûr de ses qualités, qui est un joueur qui est capable de dribbler, de très bien centrer, de très bien frapper, capable de jouer à droite, à gauche, dans des rôles offensifs, plus défensifs. Mais des fois, tu as l'impression qu'il a juste pas envie. Et il est déconnecté de cela. Je trouve que c'est pas un joueur qui va énormément dédoubler sur son côté, qui des fois a un peu la flemme justement de faire cet effort-là. J'ai l'impression que défensivement aussi, il n'a pas du tout des fois envie de défendre. Donc la ligne de hors-jeu, pour lui, c'est un concept totalement bizarre qu'il ne connaît pas. Des fois, tu vois la ligne du Barça, les 3 joueurs qui sont bien alignés et Cancelo qui est bien derrière là, donc qui casse totalement cette ligne. Et en fait, le fait qu'il soit déconnecté comme ça, bah moi je lui donne la note de 6 en fait. Une note de 6 qui correspond à satisfaisant, hein. Bien évidemment, c'est pas du tout mauvais de la part de Cancelo, qui comme je vous l'ai dit, sur certains matchs, à certains moments même d'autres matchs, a été très important et montre qu'il a une qualité mais largement au-dessus des autres. Mais c'est un joueur pour moi qui a beaucoup d'expérience, qui est passé par de grands clubs, qui a une grande qualité, mais qui des fois, par sa nonchalance, montre tout l'opposé. Et ça, moi vraiment, c'est une caractéristique que j'aime pas du tout, et je vais en parler bientôt pour un autre joueur. Donc je lui note la note de 6, satisfaisant. On passe au numéro 4 de la liste, Monsieur Christensen, à qui je donne la note de 7 sur 10. Donc c'est un bon début de saison selon moi. Bien évidemment, hein, comme les autres défenseurs centraux, on va en parler. C'est un joueur qui a un peu pris l'eau hein, ce dernier mois et demi, ça a été compliqué, mais pour la globalité en fait de l'équipe, et je pense que c'est aussi l'animation qui joue. Mais voilà, je lui donne pas la note de 8 parce que je trouve en plus que c'est un peu un ancien du club. Enfin, c'est pas vraiment un ancien, mais il a déjà 1 an d'expérience au club, il a vraiment montré de très belles choses l'année dernière. Donc, si je me rappelle bien de l'année dernière, je le compare par rapport à ça, il est un tout petit peu moins bon, mais ça reste pour moi quand même une bonne performance parce qu'il faut prendre en considération le fait qu'il soit de plus en plus mis sur le banc par Xavi, donc ça peut trotter dans sa tête. Lui, il peut se dire, mais comment c'est possible? L'année dernière, les performances que j'ai faites, elles étaient incroyables. Là, je suis mis en concurrence, c'est pas normal. Donc, ça joue sur la confiance d'un joueur. Lui arrive quand même bien à s'en sortir par rapport à ça, et même par rapport aux supporters. Je vois des choses à droite, à gauche, mais c'est pas possible d'avoir la mémoire aussi courte par rapport à Christensen. L'année dernière, il nous sort une masterclass, une saison incroyable. Les gens, ils ont oublié. Inigo Martinez, il a fait un match. C'est ouais, Christensen, ça doit aller sur le banc, etc. C'est pas du niveau. Inigo Martinez, c'est 1000 fois supérieur, etc. Les gars, vous avez la mémoire courte. Et vous imaginez pour lui de voir ça à droite, à gauche, se voir mis sur le banc par Xavi, ça fait mal. Et même à travers ça, il arrive quand même à faire de bonnes performances. Donc pour moi, le fait qu'il arrive à surpasser ça, ça lui rajoute un petit point. Et donc je lui mets 7 sur 10. Numéro 4 de la liste, nous allons aborder le cas Frenkie de Jong, mesdames et messieurs. Et là, on aborde le cas certainement d'un des meilleurs joueurs du FC Barcelone sur ce début de saison. Je lui donne la note de 8. Donc c'est un très bon début de saison pour moi. Un joueur vraiment, on l'a vu, capable de jouer quasiment à tous les postes du milieu de terrain. Dès qu'il est dans les 30 derniers mètres, il va t'apporter quelque chose, que ce soit par la projection et par la passe, même si depuis ce début de saison, il est beaucoup plus amené à jouer bas. Mais quand il est bas, ultra important pour éviter le pressing adverse, parce que c'est le seul qui a la qualité technique pour pouvoir le faire, surtout quand il y a un Roméo Oriol à côté de lui, qui est capable de faire des passes, toujours en mouvement, à essayer d'aller vers le but. Donc très intéressant. Et en plus de ça, qui a été absent 2 mois pour notre FC Barcelone. Et durant ces 2 mois-là, c'est là où on a les matchs contre Mallorca, contre Granada, contre Porto, contre la Real Sociedad. 4 matchs où vraiment on s'ennuie. Un peu cette phase où des fois on gagne, mais vraiment dans le jeu, c'est pas du tout flamboyant. Et ça correspond à son absence. Et dès qu'il est revenu, on a vu de nouvelles belles choses du côté du FC Barcelone. Donc quand tu as un joueur qui disparaît de ton effectif et tu vois que tout ton rendement collectif il diminue à ce moment-là, tu sais que ce joueur-ci, c'est un joueur phare. Et ça joue dans ma notation. Certes, il n'a pas joué tous les matchs, mais pour moi, c'est un joueur absolument essentiel à cette équipe et c'est pour ça que je lui donne la note de 8. On enchaîne ensuite sur un cas un petit peu plus épineux qui risque de diviser les foules, le cas de Joao Félix. Je le dis directement, je lui donne la note de 6, satisfaisant. Au compteur, monsieur est à 6 buts et 4 passes décisives, toutes compétitions confondues, donc c'est vraiment de très bonnes stats. Mais voilà, c'est un joueur vraiment dont les prestations, c'est haut, bas, je trouve. Alors, on a en mémoire certains gros matchs contre le Betis Séville par exemple, contre Porto en Ligue des Champions, contre l'Atlético Madrid où il marque son but essentiel, donc à ces moments-là, il est vraiment très important. Mais je trouve que des fois, il est beaucoup trop nonchalant. Et on n'arrête pas de le répéter. Il a une qualité exceptionnelle, mais des fois, c'est vraiment très fatigant. Alors, jusque mi-novembre, il était placé surtout dans un rôle d'ailier gauche. Un rôle qui, je trouve, ne lui convient pas trop, certes, mais dans lequel il a vraiment pas su, je trouve,
s'affirmer en tant que joueur vraiment créatif, joueur capable de dribbler. On en a déjà beaucoup parlé. Je trouve qu'il a un manquement en termes athlétiques qui ne lui permet pas dans le football actuel de vraiment passer son vis-à-vis. Enfin, en tout cas, il arrivera peut-être à le passer sur un contrôle orienté, un dribble exceptionnel parce qu'il en a la qualité. Mais ensuite, pour faire vraiment avancer l'équipe, pour lui continuer à progresser dans les 30 derniers mètres, il aura une difficulté parce que athlétiquement, en partant vraiment d'un côté, il sera contraint justement de perdre de plus en plus de duels. Et alors qu'on voyait vraiment un joueur qui avait de l'envie à ce moment-là, alors qu'il n'était pas vraiment passé dans son poste de préférence, dès qu'il a été un peu plus replacé dans l'axe, on lui a donné beaucoup plus de liberté, etc. Surtout, ça fait depuis un mois et demi que c'est le cas. Là, on est tombé sur un joueur qui était de plus en plus nonchalant, bizarre puisque c'est un poste normalement dans lequel il doit se sentir mieux, mais un joueur vraiment qui fait le dribble de trop, qui veut faire le beau geste, etc. Alors que des fois, le jeu ne le demande pas. Si tu as réussi à passer une fois ton vis-à-vis, fais avancer l'équipe. Essaye pas de revouloir faire un petit pont, de revouloir faire une virgule, de revouloir faire un passement de jambe. Non, fais progresser l'équipe. Voilà, Joao Félix en plus doit apporter plus de choses selon moi. Et ce côté-ci, en plus défensivement, on voit que franchement sur les phases de contre-pressing, Joao Félix, il n'aide pas du tout ses partenaires. C'est quand il a envie. Et le problème, c'est que le contre-pressing, tu dois pas le faire quand on a envie. Si tout l'effectif le réussit, tu dois amener ta pierre à l'édifice. Et Joao Félix l'a su encore une fois beaucoup trop nonchalant. Et donc pour moi, c'est pas catastrophique, c'est plutôt bon. En plus, il vient d'arriver dans le club, etc. Mais c'est satisfaisant, c'est 6 pour moi. On passe maintenant à un cas intéressant qui est Fermín López. Fermín López, je lui donne la note de 8. Donc c'est un très bon début de saison. Selon moi, un joueur qui n'a pas joué, vous le savez, tous les matchs du FC Barcelone, mais vraiment qui a montré de très belles choses, qui a été présent dans le moment difficile du Barça. Vous vous souvenez quand on avait tous nos absents, lui jouer les matchs, on l'a dit, capacité de stater, de tirer de loin, de faire des passes, de se projeter, d'être intelligent dans le positionnement. Et en plus de ça, avoir une volonté, un caractère sur le terrain vraiment au haut niveau. C'est un joueur, en plus, vous connaissez un peu son histoire, qui a mis du temps vraiment à éclore aux yeux de tout le monde. L'année dernière, il était prêté, on voulait encore le prêter cet été, mais il a montré de très belles choses durant la trêve, justement, et le mercato. Du coup, on l'a conservé. Et voilà, c'est un joueur qui est un peu nouveau dans cet effectif, entre guillemets, même s'il connaît la maison. Avoir la capacité de s'imposer de cette manière dans un moment très critique, c'est plutôt honorable. Alors je ne lui mets pas encore une meilleure note parce que je trouve qu'après ces matchs où il s'est vraiment révélé, il n'a pas réussi à reprendre une place plus importante. Quand les titulaires sont revenus de leurs blessures, etc., on l'a beaucoup moins vu. Alors que je pense que vraiment, si c'était un joueur qui était ultra performant, Xavi l'aurait fait plus jouer. Donc je pense qu'il y a quand même une sorte de plat de fond de verre autour de ce joueur-là. Mais sur ce qu'il a montré, c'est très bon pour moi, pour sa note de 8. Joueur numéro 7 de la 8, monsieur Gavi, mesdames et messieurs. Et numéro 7, je lui donne la note de 7. Voilà, c'est un bon début de saison de la part de Gavi. Et là, vous allez me dire, mais bon début de saison, mais non, David, t'es trop difficile, etc. machin. Bah non, mais le problème, c'est qu'avec Gavi, je prends en considération son premier mois aussi. On l'a dit, on prend sur toute la durée. Et son premier mois, quand il était positionné vraiment très haut, qui devait apporter cette créativité dans les 30 derniers mètres, si on se rappelle bien, c'était difficile pour Gavi. C'était un joueur vraiment très neutre, qui était cantonné à jouer dos au jeu, etc. Alors oui, pas dans son meilleur rôle, mais il n'a pas très bien performé à ce moment-là. Donc sur tout un mois, pour moi, c'était vraiment moyen Gavi. Et après, au fur et à mesure, il a pris en niveau quand il a été mis à côté de la sentinelle au milieu de terrain, super bien. Face au jeu, il a pu montrer de très bonnes qualités, justement montrer que c'était pas juste un catcheur comme on voit cliché sur les réseaux sociaux, etc. Un joueur qui, même dans la qualité technique, pouvait apporter beaucoup de choses dans le comportement. Est-ce que j'ai besoin de le dire? Exemplaire. Bon, ensuite, il y a le fait évidemment que depuis début novembre, il ne joue plus également. Donc, ça reste en compte. Ça reste un bon début de saison pour Gavi. Très impressionnant. Donc, je lui donne la note de 7 qui est vraiment une bonne note. Numéro 8, monsieur Gundogan. Tout nouveau joueur au FC Barcelone et je lui donne la note de 6. Pour moi, c'est un début de saison satisfaisant de la part de Gundogan. Alors au début, je trouvais qu'il était vraiment critiqué, mais c'était pas du tout mérité, dans le sens où les gens voulaient trop que Gundogan marque des buts. C'est un milieu de terrain. Au même titre, par exemple, qu'un Gavi tout à l'heure. Moi, c'est pas sur leur nombre de buts que je vais les noter. C'est un élément que je prends en compte. C'est d'ailleurs même pour ça, si on peut un peu parler de Gavi, que je ne lui mets pas encore une note supplémentaire parce que dans les statistiques, c'est pas ultra élevé. Gundogan, c'est un peu pareil. Dans les statistiques pures, but, passe décisive, c'est pas ultra élevé. C'est pour ça que je ne lui mets pas une super note, mais je peux pas non plus descendre la note basse parce que c'est pas l'élément sur lequel je vais le juger en premier. C'est pas ses statistiques pures. Là où il est important pour moi, c'est au milieu de terrain. Et il a un peu touché à tous les postes, un petit peu plus devant, un tout petit peu plus derrière. Là, je trouvais qu'il était vraiment très intéressant les derniers matchs parce qu'il était vraiment placé haut, il pouvait se projeter, être dans un rôle où vraiment dans la surface, il allait amener et je trouve qu'il apporte vraiment de belles choses à côté de ça. Mais au milieu de terrain, on sent quand même que c'est un mec qui a de la bouteille, c'est quelqu'un qui gère le tempo de l'équipe, qui fait souvent les choix justes. Alors des fois, il se plante un petit peu techniquement, je trouve, selon moi, hein. C'est pour ça aussi la note de 6, elle n'est pas ultra haute, mais ça reste quand même
un début de saison pour un nouveau club qu'il ne connaît pas, etc., qui reste satisfaisant. On passe maintenant au beau gosse de cet effectif, le mec qui s'habille le mieux de l'équipe, on passe à Jules Koundé. Et Jules Koundé, je lui donne la note de 5. Pour moi, c'est un début de saison moyen. Alors au tout début, je lui aurais mis la note de 6. Donc satisfaisant parce que vraiment, j'étais pas sur un défenseur où je me disais « Waouh !» C'était correct, c'était satisfaisant. Mais à aucun moment, j'étais là « Waouh, Koundé, quel début de saison exceptionnel ! Là, il est partout en défense centrale, c'est incroyable tout ça. » Non, je trouvais que c'était bien. Je me disais, ok, en plus, il se réadapte à ce poste d'axe, etc. Ce qu'il avait demandé parce qu'il voulait plus jouer sur le côté. Mais finalement, la meilleure performance de Koundé sur cette saison, moi, je trouve que c'est le match contre l'Atlético et il est arrière droit à ce moment-là. Et le problème, c'est que depuis ce match-ci, où vraiment il a été excellent, il a été des fois replacé dans l'axe. Et là, c'était plus bon du tout. Là, on atterrit sur les matchs qui se sont déroulés en décembre, etc. Fin novembre, vous savez, on a pris des cartons. On a pris 4 contre Girona, on a pris 3 contre Anvers, on en a même pris 2 contre Almeria il y a quelques jours. Voilà, là, c'est toute la défense, même s'il n'est pas présent sur tous ces matchs-ci. C'est toute une défense qui prend l'eau. Et lui, quand il a été titulaire pour marquer le coup, pour essayer vraiment de prendre sa place en tant que titulaire, je trouve qu'il n'a pas trop répondu présent. Ça a bégayé, des fois, il y a des mauvais contrôles, etc. Ça tremble un peu. J'étais pas habitué à ça du côté de Koundé. Bien évidemment, c'est pas fini, il faut pas l'enterrer. Moi, c'est un joueur que j'adore et à qui je souhaite vraiment une réussite au FC Barcelone. Mais s'il faut être le plus honnête possible, pour moi, ce début de saison, c'est 5 sur 10. Le cas très intéressant maintenant de Lewandowski, mesdames et messieurs, je lui donne la note de 2. Est-ce que ce sera la plus mauvaise note de l'effectif? Vous le verrez à la fin de la vidéo. Voilà, pour moi, c'est un très mauvais début de saison pour Lewandowski, qui est certes à 8 buts en Liga et un seul petit but en Ligue des Champions. Mais sur ces 3 derniers mois, donc octobre, novembre, décembre, il a marqué que 3 buts en Liga. Voilà, il représente ce problème d'efficacité du FC Barcelone, tout simplement. Alors, c'est dommage pour lui, mais c'est l'attaquant de pointe. Dans le placement, on a les mêmes problèmes que l'année dernière. Alors, l'année dernière, il arrivait à marquer certains buts. Il a fini Pichichi, etc. Donc, ça lui permet un peu de redresser la barre. Bon, on était déjà sur un joueur qui dézonnait énormément, etc., qui demandait trop de ballons. Et si c'était un joueur qui, comme un Karim Benzema, était performant dans ce rôle-là, ça ne me poserait pas de problème. Mais là, le problème, c'est qu'il n'est pas bon. Il n'est pas bon en tant que numéro 10, faux numéro 9, ne sait pas bien combiner avec ses partenaires. Et le problème, c'est qu'il prend la place de quelqu'un d'autre et qu'en plus, il n'est pas dans la surface de réparation pour représenter un danger pour l'adversaire. Donc, c'est un point mort. En plus de ça, c'est un joueur dont le comportement qui, je trouve, n'a pas montré de belles choses en ce début de saison. On le voit, des fois, il s'embrouille avec ses partenaires. Il râle tout le temps par rapport à l'arbitrage, dès qu'il y a un petit contact, etc. Alors, certes, des fois, son adversaire est fautif, mais tout le temps, il tombe, etc. Il râle, donc c'est vraiment agaçant. Et en plus de ça, ce manque d'efficacité pour Lewandowski, ça c'est le plus terrible en fait finalement, c'est que c'est pas possible d'être Lewandowski, de vouloir jouer dans la cour des énormes, de marquer 70 buts en Bundesliga pendant 10 ans, et ensuite d'arriver au Barça et de rater autant de trucs. Il a 15 grosses occasions ratées en Liga depuis ce début de saison. 15 grosses occasions. Grosse occasion, c'est tu dois marquer le but, donc il devrait avoir 15 buts en plus carrément. Donc ça, c'est un gros poids lourd pour lui et je lui donne la note de 2 à cause de ça. 11e joueur de cette liste, un petit nouveau au FC Barcelone, monsieur Inigo Martinez, à qui je donne la note de 8. 8 notamment parce que c'est un nouveau justement et qu'il fallait s'imposer face à cette défense centrale. On se souvient l'année dernière à Rojo Christensen, une des meilleures défenses centrales d'Europe. Il a su s'imposer sur les petites minutes qu'il a eues. Alors malheureusement après il y a une blessure qui est vite arrivée, mais franchement il a bluffé tout son monde. Hein. Très bon à la relance, gaucher, donc c'est intéressant parce qu'on n'a pas beaucoup ce profil nous dans notre défense centrale. Un mec au duel qui répond toujours présent. En plus il a l'expérience de la Liga. Vraiment il a bluffé son monde. Je lui donne la note de 8, j'aurais pu lui donner 7, mais lui justement parce que c'est un nouveau au club et qu'il faut s'habituer à ça. Et en plus, on l'a vu, dès qu'il n'est pas là, c'est là où on a enchaîné les matchs, comme je vous ai dit tout à l'heure. On s'en prend 4 contre Girona, on s'en prend 3 contre Anvers, on s'en prend 2 contre Almeria. Ça, c'est dès qu'il n'est plus là. Donc, un peu à l'instar d'un De Jong, dès que tu vois qu'un joueur il n'est pas là et que ton rendement dans ce secteur-ci il diminue fortement, ça prouve que ce joueur est essentiel. Et Inigo Martinez, je pense que quand il va revenir de blessure, il va vraiment toquer à la porte. Et les joueurs, ils n'ont pas répondu présent en défense centrale dans cette période-ci. Ils vont devoir aller sur le banc et laisser leur place à Inigo Martinez. Là, on tombe également sur un cas qui risque de faire débat. Hein. On tombe sur Pedri. Et Pedri, malheureusement, je lui donne la note de 5. 5, c'est moyen. Alors oui, Pedri a été blessé 2 mois et demi, donc c'est énorme. Il avait très bien démarré cette saison, les 2 premiers matchs, c'était parfait, on était trop contents de le retrouver à ce niveau-là. En plus, on avait vu qu'il avait une transformation physique qui s'était vraiment donnée sur ce point-ci, sur le point athlétique qu'il avait bossé pendant l'été.
mais il se blesse pendant 2 mois et demi. Et ensuite, je trouve qu'on a du mal à retrouver notre Pedri. Oui, il est bon, ça reste un joueur très intelligent, qui a une bonne qualité technique, etc. Donc je lui donne un 2,5, hein. C'est pas non plus nul, ça reste moyen. Mais pour moi, Pedri, c'est le joueur qui va t'apporter ce petit plus, ce petit geste technique, cette petite passe qui va casser les lignes. Et depuis qu'il est revenu, je trouve qu'il manque un peu de ça. Alors si les 2-3 premiers matchs, on pouvait se dire c'est normal, il est dans sa période de reprise, etc. On remarque que finalement, jusqu'à cette fin décembre, ça a été le cas. Et oui, ça reste un bon joueur, il n'y a pas de problème. Et on l'adore et on lui donnera plein de confiance, etc. pour la réussite. Mais en plus de ça, si tu ajoutes aussi dans les statistiques un gros manquement parce qu'il est qu'à un seul but et 0 passe décisive, toute compétition confondue, ça joue. Voilà, encore une fois, c'est un milieu de terrain. On ne lui demande pas d'être le meilleur du monde là-dessus et de faire 20 buts, 20 passes décisives. Mais que 1 but et 0 passe décisive, ouais, au bout d'un moment, ça commence à faire tâche. Si en plus, dans ce pôle un peu créatif où on avait l'habitude de le voir, capable de faire des dribbles, faire de beaux gestes, nous faire vibrer, nous faire lever un peu de notre fauteuil, il n'est plus là. Ouais, tout ça, ça joue. Bien évidemment, c'est pas la mort de Pedri, en tout cas, je l'espère. Mais si je suis le plus honnête possible et que j'enlève mon affection pour le joueur, je suis obligé de lui donner la note de 5. Ensuite, on arrive sur une petite surprise de ce début de saison, c'est Iñaki Peña, bien évidemment qu'on n'attendait pas, en tout cas, jouer autant de matchs avec le Barça. En plus, au début, on pensait que ça allait être un petit intérim de 3 mois, finalement, ça va durer beaucoup plus que ça. Et je lui donne la note de 7, parce que pour moi, c'est une bonne performance globale d'Iñaki Peña. En plus, à prendre en compte que c'est un joueur qui n'est pas amené de base à avoir ce rôle-là. Donc, pour un gardien, tu sais qu'il peut y avoir le stress, justement, le poids de redevenir numéro 1, etc. De se dire, mince, si je rate, il y a Ter Stegen qui est juste derrière, je vais me faire critiquer, tout ça, etc. Lui, les 3 premiers matchs qu'il fait, 3 matchs où il se dit, de tous les cas, après, je vais donner ma place, il performe très très bien. Et ensuite, depuis qu'il a su qu'il allait rester plus longtemps, ça lui a peut-être encore donné plus de confiance. Alors, malheureusement pour lui, il tombe sur une séquence où la défense centrale, c'est catastrophique. Donc forcément, lui aussi, il se prend pas mal de buts, ça ne lui permet pas d'exceller. C'est pour ça que je ne donne pas, par exemple, la note de 8. Mais voilà, franchement, c'est correct. Nous, quand on l'a appris au début qu'Iñaki Peña, ça allait être le gardien pendant je ne sais pas combien de temps, on a un peu tremblé. Et finalement, j'ai l'impression que tout le monde est un peu plus rassuré maintenant, en fin décembre. 14e de la liste, Monsieur Rafinha. Et désolé, Monsieur Rafinha, mais pour moi, c'est un début de saison insuffisant. C'est pour ça que je vous donne la note de 4. Alors oui, on est sur 3 buts et 6 passes décisives, toutes compétitions confondues. Mais déjà, sur ces 3 buts, on a 0 en Ligue des Champions. Donc quand ça compte, on est un peu moins présent. Et ensuite, on est sur un joueur qui représente un peu à la manière de Lewandowski cette inefficacité offensive du Barça. C'est un joueur en tout début de saison qui a un peu de mal à s'imposer, qui n'y arrive plus trop, plus comme l'année dernière où lorsqu'il était un peu remplaçant de Dembélé, lorsqu'on voyait sur le terrain, il était vraiment intéressant. Là, il n'y arrive pas trop. Ensuite, il se blesse pendant 1 mois. Lamine Yamal commence à avoir ses minutes de jeu. On voit un Lamine très intéressant, etc. Rafinha, quand il rentre, n'est pas tout de suite titulaire. À quelques minutes de jeu, mais ultra frustré lorsqu'il rentre en jeu, montre un comportement vraiment que je trouve pas très acceptable au Barça. Il râle, il n'est pas content de son sort, etc. Donc ça ne lui permet pas en plus d'être performant individuellement. Et ensuite, quand il arrive à retrouver une place de titulaire par rapport à Lamine Yamal, c'est un joueur qui montre de belles choses dans l'envie, dans l'intensité, qui je trouve est important, par exemple pour un contre-pressing du FC Barcelone, qui rechigne pas dans l'effort. Mais voilà, face au cage, c'est pas possible de rater autant. C'est pas possible de rater autant. C'est pas possible d'avoir ce genre de statistiques quand tu as autant de grosses occasions entre tes pieds. Et en plus de ça, c'est un joueur qui n'apporte rien dans la différence technique qu'il va faire par rapport à son vis-à-vis. Alors que c'est le seul ailier fort qu'on a. On le sait au FC Barcelone. Sur le côté gauche, on n'a pas d'ailier fort. Il va être à droite. Donc cet ailier-là, il doit dribbler son vis-à-vis. Et Rafinha, depuis le début de saison, c'est très compliqué. Alors que quand on voit des vidéos de lorsqu'il était à Leeds, lorsqu'il était à Rennes, etc., il te sortait des dribbles, c'était vraiment en plus cette fibre un peu brésilienne. Là, il n'y a plus, il ne fait pas peur à son vis-à-vis. Et pour ces raisons, c'est insuffisant pour moi ces 6 premiers mois. On passe à un petit cas marrant, celui d'Oriol Romeu. Oriol Romeu, désolé, mais c'est la note de 3, c'est aussi un mauvais début de saison. Alors de base, j'avais rien contre lui. En plus, quand il était arrivé, on avait fait vidéo spéciale pour dire que on pouvait se tromper, que c'était pas forcément un joueur minable, etc., qu'il avait apporté des choses, de l'expérience, un joueur intelligent dans le jeu, choses qui sont vraies. C'est un joueur qui est intelligent, c'est un joueur qui a de l'expérience, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas être juste intelligent pour jouer au football. Il faut des capacités physiques, il faut des capacités techniques que n'a pas vraiment Oriol Romeu, qui peut avoir dans des clubs comme Southampton, qui peut avoir dans des clubs comme Girona où la pression n'est pas la même, où l'adversaire en face de toi ne va pas mettre la même intensité. Mais au Barça, mon ami, tu n'as plus 10 minutes pour faire un contrôle et une passe. Ça va un petit peu plus vite. Et c'est compliqué parce qu'il est vraiment très lent, c'est un tracteur, absolument. Donc dès qu'on se prend une transition offensive de l'adversaire,
bah lui il est 10 000 mètres derrière, donc c'est très compliqué, hein. Ça nous rappelle la mauvaise période de Busquets, lui c'est même 10 000 fois pire. Et ensuite, bah, techniquement, il n'arrive pas à contrôler justement le fait d'être cette sentinelle basse du milieu de terrain. Donc c'est De Jong qui est obligé de limite de prendre cette place-là, de reculer. Donc on dit à Oriol Romeu, bah, essaye-toi d'avancer un peu plus, sauf que dans ce rôle un petit peu plus avancé, il ne sert à rien, c'est un point mort, c'est un plot. Voilà, c'est désolé pour lui, moi j'ai rien contre lui, il n'y a aucun problème, mais le niveau du Barça, c'est 10 marches au-dessus de son vrai niveau. Voilà, c'est dommage pour lui, j'espère qu'il trouvera mieux ailleurs, ça reste un bon joueur, je pense, pour un club moyen bon de Liga, à peu près, mais le Barça, c'est la marche trop haute pour lui. Ensuite, on arrive sur Ter Stegen, malheureusement blessé, on ne connaît toujours pas exactement la durée de son indisponibilité. Moi, je lui donne la note de 8, parce que je trouve qu'on a retrouvé un très bon Ter Stegen sur cette saison, qui faisait des parades, etc. Alors encore une fois, ça rejoint un peu le cas d'Iñaki Peña, il est dans une défense qui est beaucoup moins performante que l'année dernière, donc forcément, il est beaucoup plus exposé, mais je le trouve toujours très intéressant, capable de faire des arrêts Ter Stegenesques, comme on aime bien le dire. Toujours très intéressant à la relance, et c'est là aussi où il fait la différence par rapport à un Iñaki Peña, c'est que balle au pied quand même si Iñaki Peña n'est pas catastrophique sur ce point-là, hein, mais Ter Stegen c'est haut niveau, balle au pied, ça reste un élément très important pour le Barça parce que c'est notre première lampe de lancement limite, surtout par exemple quand on est sous le pressing. Donc vraiment pour moi, très bon début de saison de Ter Stegen et j'espère qu'il va pouvoir très vite se rétablir. On s'intéresse maintenant à notre petite pépite de la classe, monsieur Lamine Yamal. Et Lamine Yamal qui va avoir un 7 sur 10. Alors j'aurais pu, oui, lui donner un 8 sur 10 parce que c'est fou ce qu'il arrive à faire, surtout par rapport à son âge. Voilà, si on prend en compte lui justement son passif, bah c'est un truc ouais de malade. À 16 ans de se révéler comme ça, déjà en Espagne et ensuite en Europe, c'est totalement fou. Et même sur la scène internationale, hein, si on prend ce qui se passe avec l'équipe d'Espagne. Mais bon, après voilà, il n'a pas non plus énormément de temps de jeu que ça au Barça. Il a beaucoup joué quand Rafinha n'était pas là et il a montré vraiment de belles choses. Mais également, si on prend en compte les statistiques, donc c'est-à-dire les buts, les passes décisives, c'est vrai qu'il y a encore une certaine lacune par rapport à ça, surtout que c'est un offensif du Barça, et déjà qu'on n'en a pas beaucoup qui marquent à côté, bah lui c'est vrai que son manque de finition sur ce secteur-là, ça pèse aussi son poids. Donc je ne lui mets pas une note de 8 ou de 9, mais voilà, c'est totalement fou ce qu'il fait en termes de dribbles réalisés. Je crois qu'il a plus de 70% de dribbles réussis par rapport à ses dribbles tentés, ce qui est fou, hein. Si on regarde Rafinha, je crois qu'il est à 50% à peu près, donc il le met juste 20% dans la tronche. Donc c'est absolument exceptionnel, il n'y a rien à dire. Ceux qui me diront 8, je comprends tout à fait, mais voilà, 7 pour les deux petits points que je vous ai dit, c'est déjà bien pour le petit Lamine Yamal. Et enfin, dernier joueur noté de notre effectif du FC Barcelone, monsieur Ferran Torres, à qui je donne la note de 5 sur 10. C'est un début de saison moyen pour Ferran Torres, qui est quand même à 6 buts et 2 passes décisives, toutes compétitions confondues, dont 3 buts, il me semble, en Ligue des Champions. C'est quand même pas mal, c'est très bien. Faut remarquer quand même cette résilience un peu de Ferran Torres, cette envie de bien faire. Mentalement quand même, il a su redresser la barre parce qu'il était au fond du seau l'année dernière. Ça, il faut le saluer pour ça. C'est pour ça que je lui donne la note de 5, parce que c'est intéressant dans les statistiques, dans l'envie, c'est bien. Maintenant, il y a d'énormes lacunes. C'est un joueur pour moi qui n'est pas capable d'évoluer sur un côté parce qu'il n'a pas la capacité technique pour faire des différences. Peut-être pourquoi pas intéressant en tant que numéro 9, mais il n'a pas trop été utilisé à ce niveau-là. En plus de ça, pour moi, je le répète, c'est un joueur qui doit être bon dans une équipe de transition, mais pour une équipe de possession, il n'a pas la capacité de créer la différence dans le petit espace. Donc, il n'est pas vraiment adapté à ce Barça-là. Et un peu à l'image d'un Oriol Romeu, pour moi, le Barça, c'est peut-être 2-3 marches au-dessus de son vrai niveau. Il serait bon pour une équipe qui joue l'Europa League en Espagne. Voilà, il serait vraiment très bon dans ce rôle-ci. Mais le Barça, voilà, c'est un peu trop haut pour lui. Il a de l'envie, il n'y a aucun problème pour ça. Là-dessus, on ne pourra jamais mentir. Il se donne à fond pour le Barça. Et ça, au moins, c'est vraiment le côté positif de Ferran Torres. Mais il y a des lacunes trop importantes d'un niveau technique. Et même face au cash, des fois, il y a trop de loupés pour être un élément vraiment très important de cette équipe. C'était mes notes pour nos joueurs du FC Barcelone sur cette première moitié de saison. N'hésitez pas, comme je l'ai dit en intro, de me donner les vôtres. Je me ferai un plaisir de vous répondre, bien évidemment, comme d'habitude, dans le calme. La FAQ devrait sortir normalement dans 2-3 jours. Donc, pour les retardataires, n'hésitez pas à m'envoyer des questions. Non, j'ai déjà une bonne liste, mais on ne sait jamais, ça peut arriver. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Ciao!